Cette prise de parole est une restitution de la conférence donnée le 4 juillet 2025 à l'occasion du 2e séminaire français des formations universitaires diplômantes en art-thérapie. Je tenais à la partager publiquement pour qu'elle puisse offrir des pistes de réflexion mais aussi des outils concrets à tout art-thérapeute qui souhaiterait en bénéficier. Je tiens à remercier les organisateurs qui m'auront permis d'approfondir ce sujet, en particulier le professeur Jean-Luc Sudre pour sa confiance et à vous qui êtes présents pour m'écouter. Bienvenue. J'aimerais vous partager une réflexion qui me traverse depuis plusieurs années, à la fois comme art-thérapeute clinicien qui veut voir grandir sa profession, mais aussi comme intervenant plus ou moins régulier sur Internet depuis à peu près 2 ans, entre autres par le biais de cette chaîne YouTube, et plus récemment par le rôle de responsable Europe du Sommet d'art-thérapie francophone 2025, qui a été l'occasion de rencontres et de discussions plutôt éclairantes sur la considération de l'art-thérapie francophone, y compris en dehors du territoire français. Et donc cette réflexion, elle porte sur la présence des art-thérapeutes en ligne, et en particulier sur les réseaux sociaux. Plus précisément, je voudrais centrer cette intervention sur une proposition qui consiste à envisager une forme de cohérence collective dans notre manière de nous exprimer publiquement sur les réseaux sociaux. Pas dans le but de nous uniformiser, pas pour trahir la moindre parcelle éthique de notre approche, mais d'une part pour rendre plus lisible, plus audible, plus crédible notre champ professionnel, et d'autre part pour que notre parole puisse recouvrir la majeure partie des espaces numériques et donc bénéficier d'une plus grande portée. Alors je voudrais d'emblée rassurer celles et ceux qui pourraient penser que je m'apprête à proposer de faire de nous des influenceurs, des youtubeurs, des tiktokers. C'est pas du tout ça, et à titre personnel, ça n'a jamais été mon but non plus. Mais pour vous transmettre l'idée, j'aimerais simplement commencer par des chiffres concernant la santé en ligne. Déjà, les soignants, on peut dire qu'ils ont adopté Internet. En 2024, il y a plus de 60% de professionnels de santé en Europe qui développent leurs services en ligne, contre seulement 35% en 2020. Donc, il y a une accélération notable depuis la période Covid, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est plus sur Internet. Autre point confirmé par 2 enquêtes Ipsos, l'utilisation d'Internet par le citoyen français, elle augmente. Il y a environ les 2/3 de la population française qui consulte désormais Internet pour des questions de santé. Évidemment, pour des prises de rendez-vous, la lecture de données médicales, mais aussi dans un but de prévention et de quête de bien-être, avec une forte attente de fiabilité décrite par ces mêmes enquêtes. En parallèle de ce constat, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est 5 milliards d'actifs recensés en juin 2025. Donc, au cœur du nouveau continent que décrivait Michel Serres, on a désormais ces réseaux sociaux qui en sont en quelque sorte les mégalopoles. 2/3 de l'humanité sont sur les réseaux. Autant dire que les réseaux sociaux ne sont plus des outils périphériques, ils sont devenus des espaces majeurs et incontournables d'influence et d'information. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils suscitent autant d'attrait que de méfiance, voire de rejet. Et à juste titre. Une des causes principales de la méfiance que suscitent les réseaux, c'est peut-être qu'ils ont contribué à détruire la frontière entre intimité et extimité, comme l'avait prédit Serge Tisseron dès 2001. Et qu'est-ce que ça veut dire, la frontière entre intimité et extimité ? C'est qu'en incitant toujours plus à livrer son fort intérieur publiquement, les réseaux sociaux ont transformé l'utilisateur en auteur d'un journal extime plutôt qu'un journal intime. Et donc on assiste à une confusion croissante entre vécu personnel, récit de soi et parole professionnelle quand elle a lieu. Et ça, c'est particulièrement dommageable pour le discours du soignant. Parce que quand le soin devient sujet de contenu, quand la pratique doit être incarnée symboliquement par le professionnel,
alors le risque de dérive, il est réel. Et quand ça touche à l'art-thérapie, le sujet qui nous intéresse ici, pendant que nous débattons entre art-thérapeutes, entre visions, entre formations, entre courants, entre éthiques, d'autres personnes parlent à notre place sur ces mêmes réseaux. On pourrait dire qu'ils ont investi le continent à notre place pour y planter des drapeaux avec écrit art-thérapie dessus. Et donc, sans tomber dans le cynisme, la raison des réseaux, ça pourrait déjà être ça. Si on n'y prend pas la parole, quelqu'un le fera pour nous, et sans qu'on ait du contrôle dessus. Et à titre personnel, je ne souhaite pas que les 2 milliards d'utilisateurs TikTok pensent que l'art-thérapie c'est du coloriage, sans proposer le moindre acte de résistance. Donc, qui prend la parole à notre place ? Parfois, des art-thérapeutes autoproclamés, qui donnent une définition à l'opposé de ce que les professionnels s'efforcent de penser depuis des décennies, voire qui mettent en danger la santé des citoyens. Des art-thérapeutes aussi qui survendent le statut tout en évitant scrupuleusement d'en décrire les contours, au point où on pourrait parfois se dire que la communication liée à l'art-thérapie sur un réseau social comme Instagram suscite davantage le désir de devenir art-thérapeute que celui d'en consulter un. C'est un biais qui est particulièrement présent auprès de la jeune génération. Et à ce titre, je vous propose un petit exercice pratique. Si vous êtes art-thérapeute, combien avez-vous reçu de messages privés sur les réseaux sociaux pour vous demander la formation que vous avez faite, dans le but sans doute de suivre votre chemin? Pour combien de messages demandant à être pris en charge par un art-thérapeute, à être pris en charge par vous? On trouve aussi sur les réseaux des art-thérapeutes dûment formés, souvent en exercice, mais qui ne parviennent pas toujours à incarner, les valeurs fondamentales que l'on pourrait attendre d'une posture soignante. Et donc, par une non-maîtrise de l'estime dont on parlait plus tôt, nourrissent une confusion et indirectement desservent la vision de la profession. Les générations, disons, plus anciennes, souvent liées à une familiarité plus relative avec les environnements numériques, sont plus exposées à ce biais. Difficulté à identifier les zones publiques ou privées d'une interface, confiance excessive dans le pouvoir libérateur de l'avatar, plus facile de parler derrière un écran, ou encore la tentation d'une expression débridée, parfois pulsionnelle, déconnectée des enjeux relationnels ou déontologiques, malheureusement vitaux. Et à cet égard, on peut donner un point quand même à la génération Z, la plus jeune, qui en dépit de ses propres vulnérabilités, semble bénéficier d'une forme d'aisance structurelle qui modifie en profondeur les repères habituels de la communication professionnelle. Pour le dire autrement, qui est plus à l'aise sur les réseaux sociaux et qui sait à la fois utiliser les codes et surtout les utiliser avec respect. Je me base aussi sur un biais structurel bien connu qui est l'entre-soi. C'est évidemment fondamental que les art-thérapeutes échangent entre eux, mais ne s'adresser qu'à ses pairs, dans un jargon parfois incompréhensible, même pour les autres acteurs de santé, ça laisse toujours une porte fermée. Et pendant ce temps, des milliers de personnes en quête de clés pour leur santé, CF les enquêtes Ipsos citées plus tôt, donc des gens qui ne connaissent pas l'art-thérapie, cherchent des repères clairs et ne les trouvent pas. Donc ma réflexion, elle part du principe tout simple qu'il pourrait être judicieux de s'adresser aussi au grand public et de s'y adresser ensemble de manière stratégique. Si on prend le pire des deux mondes que je viens de décrire, lorsqu'un art-thérapeute en ligne ne s'adresse qu'à ses pairs pour parler d'autre chose que de sa pratique, sans mesure ni respect pour sa pratique comme pour son interlocuteur, finalement il devient le parfait miroir de ce que pourrait être une communication
réellement bénéfique pour la profession. Dominique Sens, psychologue et art-thérapeute, identifie dans une de ses publications 3 niveaux d'identité professionnelle de l'art-thérapeute dont j'aimerais m'inspirer ici. Le niveau individuel, si vous voulez, le parcours de l'art-thérapeute, son désir, ses singularités. Le niveau groupal, donc notre communauté de formation, de pratique, de référence, là où l'entre-soi, précédemment abordé, se manifeste. Et enfin, le niveau sociétal. Le niveau sociétal, on pourrait le résumer à ce que nous représentons aux yeux du public. Et ce dernier niveau, le niveau sociétal, c'est à mon sens le grand oublié de notre communication en ligne. Pourtant, c'est lui qui parle aux citoyens, à la personne qui ne sait pas encore ce qu'est l'art-thérapie, mais aussi aux instances potentiellement décisionnaires. Je crois profondément que nous avons les ressources pour construire ensemble ce 3e étage du discours. Et il est d'ailleurs déjà partiellement construit. Un étage collectif, clair, accessible et surtout fidèle aux valeurs de l'art-thérapeute. Donc comment s'y prendre ? Ça supposerait très concrètement la formalisation d'un corpus commun vers une communication éthique. Des notions clés, des repères déontologiques, un lexique, pourquoi pas. Sur le plan technique, ça pourrait prendre la forme d'un référentiel libre, d'un document partagé ou d'une charte ouverte. Une nouvelle fois, pas pour tout dire de la même façon, mais pour porter une voix commune sur les réseaux sociaux. Et quand je dis ça, je ne mets surtout pas de côté l'importance primordiale d'élaborer un référentiel de formation, un recueil d'études exhaustif, la constitution d'associations, un syndicat, à plus long terme, pourquoi pas, d'unir les cursus diplômants. Tout ça, ce sont des leviers majeurs de reconnaissance institutionnelle et un événement comme le séminaire auquel j'ai pu dire tout ça, finalement, c'est salutaire pour la profession. Mais en parallèle de ça, la force d'un discours clair, lisible et symboliquement uni, capable de fédérer une population autour du projet de l'art-thérapie, c'est un autre levier et, à mon sens, un levier tout aussi stratégique. En d'autres termes, s'adresser aussi le plus possible à la personne étrangère à l'art-thérapie pour l'informer, voire pour la convaincre par les arguments de l'intérêt de la pratique pour sa santé. À bien des égards, sous-estimer la portée d'une communauté soutenue, car comprise par son public, ça reviendrait quelque part à négliger l'un des ressorts fondamentaux de la légitimation sociale contemporaine. La prise de parole en ligne, elle ne peut pas se concevoir uniquement à destination des pairs. Elle doit aussi s'adresser à la personne non initiée, peut-être futur patient, dans un discours qui serait limpide, non prosélyte, et porté par une figure symbolique cohérente et identifiable de l'art-thérapeute. Pour appuyer mon propos, je voudrais rappeler la récente vague de témoignages et d'alertes sur les réseaux sociaux autour du cyberharcèlement des mineurs et qui a fortement contribué à l'adoption de la loi SREN en mai 2024. On pourrait aussi citer la mobilisation au sujet de la loi Avia ou plus récemment la mobilisation contre la loi Duplon. Ça illustre, par l'exemple, comment la mobilisation publique en ligne peut accélérer ou freiner la réponse législative. J'entends qu'un tel projet puisse d'abord sembler idéaliste, et j'entends aussi le discours qui consiste à se demander, n'est-ce pas dans le débat entre experts, dans la pluralité des sensibilités, dans la confrontation des idées, que l'art-thérapie trouve sa force, y compris sur Internet? Oui, c'est vrai. Mais ça ne peut pas être la seule voie.
Et surtout, ça serait méconnaître les logiques spécifiques des réseaux sociaux qui s'adressent d'abord et très majoritairement à un public profane. Donc, comment s'adresser à lui ? J'aimerais insister sur l'idée d'une parole incarnée et d'une parole alignée. Parce que tout ce que nous publions est lu comme un message sur notre métier. Et donc, ça engage la posture de soignant. Et qui dit posture, dit cadre défini, avec comme vecteur absolu, j'allais dire comme seul vecteur, l'éthique. Jana Heims, psychothérapeute allemande, développe la réflexion que le thérapeute en ligne doit être finalement la transposition du thérapeute qu'il est en fonction. Et sa base, c'est tout simplement le code de déontologie allemand des psychothérapeutes. Et partant de ce principe, en fait, des ressources, on en a plein. Par exemple, le code de déontologie de l'art thérapeute rédigé par la Fratapem, celui du syndicat français des arts thérapeutes, le SFAT. Ils sont publics, ils sont accessibles et ils dressent finalement une base de principes pouvant tout à fait être étendus à la présentation professionnelle sur les réseaux sociaux. La vraie question, c'est sur quels critères sommes-nous tous d'accord en dépit de nos différences de pratique, de formation, de spécialisation, etc. En fait, qu'est-ce qui relève du plus petit dénominateur commun de la fonction d'art thérapeute ? Et en fait, quand je pose cette question, qui est une question rhétorique, en vérité, j'ai aucun doute dans le fait que nous sommes reliés par les mêmes notions fondamentales. L'authenticité, la congruence, chère à Carl Rogers, la bienveillance inhérente au métier du soin, l'humilité, la maîtrise de l'estime, cité plus haut, le maintien de la juste distance professionnelle, la confraternité, bien trop souvent, malheureusement, amputée sur les réseaux sociaux. Évidemment, quand je dis ça, pas de confraternité face à des pratiques déviantes. Encore faut-il que cet engagement s'exerce lui aussi avec le sang-froid et la vivacité d'esprit du soignant. Celui qui sait, lorsque c'est nécessaire, alerter, protéger ou déléguer à l'instance appropriée, plutôt que de s'exposer à une escalade publique qui en fait est juste délétère. Quoi d'autre lié à notre pratique ? Les bienfaits inhérents à la pratique de l'art. Il y a plus de 3000 études de l'OMS désormais qui attendent encore d'être partagées massivement sur les réseaux sociaux. La créativité, évidemment. Les travaux de Mihaly Csikszentmihalyi sont là pour montrer que le processus créatif est source de bien-être en lui-même, que la créativité peut se muscler, peut s'observer aussi dans le domaine neuroscientifique. Se montrer soi-même créatif dans la manière de communiquer peut aussi renforcer la notion. Le respect de la confidentialité, bien sûr, point très intéressant à débattre. Définir ensemble les limites de l'évocation du cas clinique pour ne surtout jamais transformer l'expérience art thérapeutique en spectacle, en instrumentalisation symbolique du patient. Pourtant, à ce sujet, c'est aussi une demande du public, que vous avez peut-être noté, de représenter pour mieux comprendre. Alice Albertini, la fondatrice du Sommet d'art-thérapie, me l'a dit tout de suite. Le public du Sommet demande des vignettes cliniques. Il y a vraiment une attente. Autrement dit, si on ne montre jamais rien, on ne répondra jamais à cette demande et donc il ne faudra pas s'étonner que le citoyen, potentiellement vos futurs employeurs, ne connaissent pas l'art-thérapie. Donc, concernant ce respect de la confidentialité, comment on en parle ? Encore une fois, c'est un équilibre créatif à définir ensemble entre lisibilité et exigence éthique. Pourquoi pas la fiction ? L'archétype de la séance chez le psy, ça existe depuis des années dans les films, dans les séries. Peut-être qu'on peut s'inspirer de ça pour tenter de représenter une séance d'art-thérapie et montrer par la fiction ce que c'est. Ou peut-être qu'il ne faut pas faire ça, et dans ce cas, il faut juste pousser
la dépersonnalisation et si on le fait, sur quels critères. Vous voyez, c'est des questions à penser collégialement pour agir ensemble. Je voudrais finir par un dernier point, sans doute le seul fondamental, transmettre, s'efforcer de transmettre l'état actuel de l'art-thérapie, ses apports, ses fondements théoriques, ses avancées scientifiques, partager des études, ses propres observations, informer pour légitimer. À ce titre, la simplexité, chère à Berthoz, plutôt que la vulgarisation, me paraît être un axe de travail intéressant dont je serais, pourquoi pas, heureux de discuter avec vous si le sujet vous intéresse. Et sur ce dernier point, la mobilisation sur le réseau social LinkedIn est clairement en avance, il faut le dire, par rapport au reste des plateformes, bien que LinkedIn souffre de cet entre-soi évoqué plus tôt. Sur LinkedIn, on ne parle qu'entre professionnels, donc à des personnes potentiellement déjà conquises en fait par la cause. Et pour info, LinkedIn, c'est pas négligeable, mais c'est tout petit par rapport à d'autres réseaux sociaux. C'est environ 900 millions d'utilisateurs pour plusieurs milliards sur les autres. Et je vais pas m'attarder sur chaque réseau social ici, mais dans le manuscrit complet, rédigé à l'occasion de ce séminaire, que je vous passerai d'ailleurs avec plaisir à votre demande, j'y dresse leurs spécificités, appuyées par un organisme de formation, Live Mentor, dont j'ai obtenu des données, afin de mieux les comprendre pour pouvoir les occuper intelligemment. Car chacun de ces réseaux a ses codes, a son public, et d'après moi, tous méritent d'y proposer au minimum du contenu d'information viable. Et ça rejoint d'ailleurs, une dernière notion fondamentale, le bien-dire du thérapeute qui sait adapter son propos à la personne. Pour vous raconter ça un peu en synthèse, LinkedIn, Instagram et YouTube forment aujourd'hui un trio stratégique à investir pour l'art-thérapie. LinkedIn, on peut continuer comme ça, c'est très bien, on sait l'utiliser et on l'utilise bien. Instagram, c'est actuellement le sanctuaire des influenceurs art-thérapeutes et qu'on apprécie ou pas, il capte un public relativement jeune en demande de connaître l'art-thérapie. Son problème, si on peut dire, c'est qu'il impose un contenu centré sur l'image et souvent lissé, mais que nous pouvons contourner en alliant la forme et le fond. YouTube, par son public désormais en attente de formats longs, de formats enrichissants, ça me semble être un des meilleurs candidats, notamment parce qu'il offre un espace de profondeur à conquérir et il est vraiment idéal pour transmettre avec rigueur et sens. Vous êtes sur YouTube, j'imagine que vous correspondez à ce public si vous êtes sur cette vidéo, donc c'est pas vous que je dois convaincre, mais voilà, je tenais quand même à le dire. On a Facebook qui est vieillissant, très vieillissant, mais qui reste utile, notamment pour relayer localement des événements, pour fédérer une communauté. Mais il faut dire qu'il est de plus en plus déserté par les professionnels. Cela dit, voilà, le sommet d'art-thérapie, par exemple, il l'utilise pour fédérer sa communauté à travers des annonces, un groupe privé réservé aux initiés, des invitations à échanger librement autour de thèmes abordés lors de l'événement. Et pour ça, ça fonctionne plutôt bien. Mais il faut aussi avouer que l'attrait pour cette plateforme diminue au fil des années. Et à ma grande surprise, TikTok et Twitch, eh bien, ils sont encore vierges dans notre domaine. Il n'y a aucune figure de l'art-thérapie francophone qui s'est démarquée sur ces réseaux à ce jour. Alors que Twitch, par exemple, ça serait très intéressant pour des discussions en direct, des conférences, des échanges collectifs, des retransmissions de séminaires, comme celui dont cette prise de parole est extraite. Évidemment, tout ça à la condition d'en poser clairement le cadre déontologique. Dans le manuscrit, je propose des outils gratuits et facilement accessibles pour la création de contenu, et si vous voulez, qui sont pensés comme un kit de départ du communicant thérapeute désireux d'explorer ces espaces. Pour les citer rapidement, il y a Canva,
quasiment tout le monde connaît, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de conception graphique en ligne qui permet de créer très facilement des visuels professionnels sans aucune compétence technique. Il propose une tonne de modèles, si vous voulez, à personnaliser, voire à co-créer à plusieurs sur un même compte pour obtenir une identité visuelle cohérente et lisible, ce qui est crucial pour adopter une communication claire. Audacity, pour l'enregistrement audio, le montage aussi et l'édition audio, c'est complètement gratuit, c'est très léger, ça peut tourner sur n'importe quel ordinateur et ça me semble être l'outil parfait pour les podcasts, pour l'intégration de voix off, d'extraits sonores aussi dans vos vidéos. L'outil le plus complet que je propose, c'est le logiciel de montage vidéo DaVinci Resolve avec lequel vous pouvez tout faire. Il est donc logiquement un peu plus difficile à prendre en main que certains outils plus grand public, mais une fois maîtrisé, il vous permet d'avoir un rendu professionnel avec des contenus audiovisuels de haute qualité et il est parfait pour tout ce qui est interview, captation d'ateliers, conférences, etc. Et sa version de base est gratuite et c'est quand même, il faut le dire, relativement intuitif. J'ajouterai StreamYard pour diffuser vos échanges en direct sur tous vos réseaux sociaux en même temps. Il dispose d'une formule gratuite et il est très intuitif lui aussi. Et donc, vous l'aurez compris, et ce sera ma conclusion, je ne propose rien d'autre qu'une occupation stratégique de ces espaces numériques vacants au service du plus grand nombre. Cette proposition, elle nécessite évidemment un apport commun pour faire vibrer les réseaux sociaux de la véritable éthique de l'art thérapeute dans une voie puissante et dans une voie unifiée. Je pense qu'un projet comme ça, c'est compatible avec nos valeurs. La simple condition, c'est de nous accorder sur le référentiel dont je parlais un peu plus tôt. Si vous voulez, je vois ce projet comme un pont à dresser pour conduire le citoyen à notre domaine de compétences. Il y a déjà des corps de métier qui ont, à mon sens, réussi ce pari de s'adresser au grand public sans trahir leur essence, en tendant vraiment la main aux citoyens, tout en cherchant à réunir leur communauté. Et concernant les projets liés à l'art-thérapie, il en existe aussi déjà qui ont cette vocation. La chaîne Soigne ton art d'Alain Dican, le sommet d'art-thérapie d'Alice Albertini, vous me taxerez peut-être de conflit d'intérêts, qu'importe, le compte Happy Creativity de Jeanne Poitvin, pour sa partie vulgarisation de l'art-thérapie, Art-thérapie le mag d'Arnaud Gignon. Des projets, il y en a plein, je ne peux pas tous les citer, mais ces projets, d'après moi, une nouvelle fois, ils réussissent le pari de dévoiler, si vous voulez, le rôle du trait d'union entre art et thérapie au grand public. Mais je suis convaincu qu'on pourrait être beaucoup plus puissant si on était unis dans l'espace virtuel et que notre portée permettrait à la fois d'activer ce levier de l'adhésion d'une population, mais aussi, peut-être, d'ouvrir à une meilleure compréhension de ce qui nous relie. Parce que la véritable raison des réseaux, c'est l'union pour la reconnaissance. Quelques jours après avoir inauguré ma chaîne YouTube, il y a à peu près 2 ans, j'écoutais un échange entre un vidéaste et un journaliste. Le journaliste déclarant avec une condescendance mais assumée « YouTube, c'est vraiment pour les imbéciles. On peut rien tirer de ces réseaux. N'avez-vous pas mieux à faire que vos vidéos là ?» Et le vidéaste de lui répondre avec calme « Félicitations monsieur, vous venez d'insulter 1/3 de la population mondiale. »
Si vous êtes encore là et que cette vidéo vous a semblé digne d'intérêt, vous pouvez la partager autour de vous, à vos confrères, vos consoeurs, lui greffer le petit pouce, évidemment très utile pour le référencement. Vous pouvez aussi me contacter pour que je vous envoie directement la publication liée ou simplement engager une discussion dans l'espace commentaire à laquelle je serai ravi de participer.